Good afternoon, everyone, and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on the Equinox Television. The first part is in French with Yosulem Beth Bisay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Législative et municipale 2020, le Social Democratic Front boycotte aussi les élections. Le premier vice-président de ce parti, Joshua Ossi, estime que la priorité, c'est la fin de la guerre dans les régions anglophones et la résolution pacifique de la crise sociopolitique. Ce sont les conditions préalables du Social Democratic Front aux élections du 9 février 2020. Je vous suggère à présent de l'écouter dans cet extrait. Le fait de déposer des listes ne veut pas dire que le 9 février, nous serons au rendez-vous. Ce que nous demandons au gouvernement et nous rappelons au peuple camerounais que la seule personne qui a la responsabilité d'arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le président Biya lui-même. Nous espérons du fond de notre cœur, c'est qu'il le fera avant ce 9 février. Et s'il ne le fait pas, nous serons dans l'impossibilité de participer à cette élection parce que nous ne voulons pas que cet exercice se transforme dans un bain de sang. Et nous espérons sincèrement que M. Biya pensera à cela et qu'il fera quelque chose entre aujourd'hui et le 9 février. À défaut de cela, nous lui conseillons sincèrement d'envisager un report de ces élections pour permettre de revenir dans le processus de paix qui a été suspendu par la convocation du corps électoral. Processus que je peux dire a commencé dont le premier pas était le grand dialogue national. Et malgré l'annonce du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest au cours du grand dialogue national, le Social Democratic Front s'insurge de la lenteur observée dans l'implémentation des résolutions de ces assises nationales. Je vous suggère d'écouter Joshua aussi une fois de plus. Nous sommes quelque peu surpris, et je dirais même certains d'entre nous choqués, du fait que, amené à la deuxième semaine de la session de novembre, nous n'avons encore aucun élément de ce grand dialogue national présenté sur la table de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Certes, vous allez me dire qu'il y a un projet de loi sur les langues officielles, mais je pense que ce projet de loi n'est pas à même de calmer les esprits dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai aussi expliqué que M. Biya a tous les pouvoirs en sa position pour essayer d'apporter la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il peut, par exemple, convoquer le Parlement en session extraordinaire pour qu'on puisse donner du contenu au statut spécial qui est une des recommandations fortes du grand dialogue national. Nous pensons que ne pas le faire, c'est en quelque sorte essayer d'acter la sécession de 8 régions de 2. Et le SDF ne participera pas à cette sécession-là, tout comme nous n'avons pas participé à celle qui a été déclenchée par les sécessionnistes de l'autre côté. Et la météo politique présage de fortes perturbations sur les législatives et municipales de 2020. Un air de boycott souffle sur ces élections. Cabral Libi, président du PCRN, menace de se retirer de cette compétition électorale en raison des tracasseries administratives observées lors de la confection des dossiers de candidature. Elecam Kabalibi qui demande à Elecam le report de la date butoir des dépôts de dossiers, faute de quoi le PCRN ne participera pas au double scrutin du 9 février 2020. On fait le point avec Aït Cyril. Quelques jours après la date butoir de dépôt des dossiers de candidature, Cabral Libi annonce que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale pourrait boycotter les municipales et législatives du 9 février 2020. Je réitère au Conseil électoral d'accorder un délai supplémentaire de 15 jours aux candidats pour compléter leur dossier et de veiller strictement à un meilleur déroulé. En l'absence d'une telle mesure visant à rééquilibrer le jeu politique,
le Parti camerounais pour la réconciliation nationale pourrait se résoudre à ne plus participer aux élections du 9 février 2020. Cabral Libi demande à Elekam de lui accorder, au-delà des 15 jours réglementaires, 2 semaines supplémentaires, le temps de compiler ses dossiers. Le président du PCRN justifie cette demande par les nombreuses tracasseries administratives subies par ses militants sur le terrain. Le refus de signer les pièces du dossier des candidatures par les élus municipaux. Il est incroyable que dans certaines localités, notamment dans le Mayokani, que nos camarades se soient entendus dire qu'ils ne pouvaient pas payer la caution parce que les coupons étaient épuisés. Nos candidats ont été privés de la compétition par le refus des maires de signer les extraits de naissance. Certains ont fermé les bureaux pendant 2 semaines. Les sous-préfets ont refusé de signer les attestations de domicile. Les services des impôts ont taxé les certificats de non-imposition pourtant gratuits. Cabral Libi ne parle pas uniquement de ses partisans. Il cite son propre exemple à Ezeka, dans le Nyon Ekele. Lorsque je suis allé me faire établir ce document à Ezeka, et que, certes, possédant ma carte de contribuable, sur laquelle était marqué salarié, j'ai dit au chef de centre des impôts que je n'étais plus salarié, puisque de toute façon, ça fait, je pense, depuis décembre, que mon salaire a été suspendu à l'université. Et je lui ai dit que je ne pouvais donc pas lui produire un bulletin de solde, et que même si je le lui produisais, de toute façon, ça allait être marqué 0. Je lui ai dit, dans ce cas, vous ne pouvez donc pas me demander quoi que ce soit. Autant de récriminations qui amènent le Parti camerounais pour la réconciliation nationale à solliciter un report de la date butoir de dépôt des dossiers de candidature. Faute de quoi, le PCRN boycottera les municipales et législatives du 9 février 2020. Les commerçants du marché Mbopi sont toujours plongés dans le noir. Après l'incendie survenu le 11 novembre dernier, l'énergie électrique avait été suspendue dans cet espace marchand sur ordre du délégué du gouvernement qui annonçait les travaux d'installation de transformateurs dans les 72 heures. 2 semaines plus tard, rien n'a été fait sur le terrain. Dallas Tiana et Kedjara sont allés à leur rencontre. 2 semaines après l'incendie du 11 novembre, au bloc 5 du marché Mbopi, les commerçants continuent de broyer du noir, au propre comme au figuré. Nous sommes dans le noir depuis que le marché s'est brûlé. Ça fait pratiquement déjà 2 semaines. Même des semaines, vous venez nous rétablir le courant électrique et nous ne dit absolument rien. Faute d'énergie électrique, suspendue après l'incendie, sous instruction du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, une décision que les commerçants avouent ne pas bien comprendre. Nous, on ne sait pas pourquoi on a arrêté la lumière de tout le marché. Parce que la dernière fois, quand la boutique était brûlée, plus de 80 boutiques, d'autres sections avaient la lumière. En effet, dans une communication faite au lendemain de l'incendie, Freeze Tonin avait fixé à un délai de 4 à 5 semaines les travaux d'installation d'un nouveau transformateur censé alimenter tout le marché par Eneo. Mais près de 2 semaines après cet incendie ravageur, aucune opération n'a encore été effectuée en vue d'un retour de l'énergie électrique dans les délais impartis. On lui a montré un nouveau site en haut vers le côté des friperies. Moi, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore commencé le travaux. Parce qu'il avait donné 72 heures pour commencer, mais maintenant on est presque 1 semaine. Le premier site choisi par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala en vue de la construction de ce transformateur se trouvait à ce petit carrefour du secteur des friperies, désormais occupé, comme on peut le voir en image, par ce tas de marchandises et de porte-tout. Il est, selon les commerçants, responsable de la gravité de l'incendie du 11 novembre dernier. Le premier site qu'ils ont mis ici, on peut dire que c'est ça qui a empêché le sapeur-pompier pour entrer. Et finalement, le commerçant a été fâché le matin. Ils sont partis et saccagé toutes ces choses. Alors, comme palliatif, les commerçants qui le peuvent ont installé, en attendant, des groupes électrogènes pour alimenter leurs boutiques. Pendant ce temps, les sinistrés de l'incendie, 22 au total, se débrouillent comme ils peuvent, avec des comptoirs de fortune installés sur le lieu même de leur boutique consumée, en espérant que les pourparlers entre monsieur le délégué
et leurs bailleurs respectifs puissent aboutir à la reconstruction imminente de nouveaux bâtiments. En santé, les porteurs du VIH-Sida sont généralement pointés du doigt au sein de la société. Selon le comité régional de lutte contre le sida, le littoral enregistre un taux de prévalence de 2,7%. La plupart des victimes sont très souvent rejetées par leurs proches. Un centre médical communautaire situé à Yassa, dans le 3e arrondissement, est porté par l'Association des femmes africaines face au sida et RD par des partenaires leur redonne espoir. Un bâtiment flambant neuf vient de leur être offert. Eric Ouattat, Nadine Yambou. Après 28 ans d'existence, l'Association des femmes africaines face au sida a enfin son siège. Le centre médico-social communautaire Margaret Sanga, situé au quartier Yassa, à la sortie est de la ville de Douala. Un immeuble comprenant des salles de sensibilisation, de consultation, de planification et des bureaux. Une infrastructure dédiée à l'encadrement des malades du VIH-Sida. Le centre de la soie littorale est un centre médical communautaire qui offre des services de soins, mais aussi un accompagnement psychosocial. Le précédent centre a été créé en 2003 et nous étions locataires à Aqua. Donc les charges locatives étant lourdes, les pionnières de la soie littorale, par des levées de fonds, ont pu acquérir, comme on vous a dit, ce terrain et avec l'aide d'entreprises locales, de généreux donateurs, les levées de fonds qu'on a réussi à faire au travers de différentes collectes nous ont permis de construire le premier bâtiment du centre. Ainsi fonctionnel, le centre représente un ensemble de solutions aux problèmes qu'éprouvent non seulement les malades porteurs du VIH et les familles à accepter leurs proches vivant avec cette pathologie. Accompagnons sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan psychologique, nos patients, nos bénéficiaires VIH ainsi que leurs familles dans la vie de tous les jours. Donc ce sont des personnes qui sur le plan social sont démunies et n'ont pas beaucoup de moyens de subsistance. Donc nous les accompagnons pour l'introduction des ARV, des antirétroviraux, pour la poursuite des soins, le suivi par les examens médicaux, l'encadrement pour les infections opportunistes, éviter la stigmatisation, éviter l'exclusion par des conflits juridiques. Évalué à plus de 110 millions de francs CFA, ce joyau architectural est le fruit des efforts des partenaires et des âmes de bonne volonté. L'Association des femmes africaines face au sida remercie tout ce beau monde qui leur a permis de sortir de plus de 17 ans de location et qui coûtait cher à l'association, empêchant une prise en charge maximale et efficiente. Le centre est bien tombé à point parce qu'il y a une action sur la toxicomanie, prévention de la toxicomanie. Et donc dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que nous sommes aussi donc partie prenante, bienfaiteurs et puis organisateurs pour tout ce qui concerne donc la prévention de la toxicomanie auprès des jeunes. Ancien directeur de l'hôpital La Quintinich de Douala, l'actuel délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, le Dr Fritz Tonen, a vu le projet naître sous ses yeux. Je suis agréablement surpris de la solidarité qui anime cette association La Soie, un mouvement que je connais depuis plus de 20 ans, puisque j'ai vécu sa naissance. J'étais encore médecin et directeur de l'hôpital à Quintini. Plus de 20 ans, ce n'est plus l'essai. C'est déjà dans ce genre d'entreprise la maturité. C'est pour cela que certains pionniers nous ont laissé. Malgré cela, l'œuvre continue. À la suite de l'inauguration du centre médico-social communautaire, la pose de la première pierre du bloc médical Berthe-Bello a été effectuée. Il sera ouvert au grand public de la capitale économique Douala pour divers soins médicaux. Et l'ouvrage est évalué à près de 125 millions de francs CFA. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Good afternoon, Julien. Good afternoon to you as well. We also begin by taking you to the western region of the country to talk about several persons, including the driver and occupants of a trailer transporting bags of corn grains, who have been seriously injured in an accident at Bamungum, notably at the Chang roundabout this Friday morning. The trailer, sources say, tumbled off the road due to brake failure
As of now, no death has been reported. The trailer left Chang and was heading to Bafoussam, and we will keep you updated. A huge quantity of grain spilled on the accident scene. And on to politics, the Social Democratic Front vice president, the first vice president of the Social Democratic Front party, Honorable O.C. Joshua, in a press briefing in the nation's political capital, Yaoundé, yesterday, noted that the party would no longer be taking part in the municipal and legislative elections scheduled for the February 9th, 2020. And according to Honorable C. Joshua, once the Anglophone crisis is not put to an end, the party will not take part in the elections. And he equally says that the President of the Republic, Paul Biya, has all the powers to stop the crisis which has been prevailing for over 3 years today. He as well expressed worry of delay in the implementation of the special status for the Northwest and Southwest regions, and equally resolutions of the major national dialogue. And the Honorable C. Joshua as well noted that the Social Democratic Front Party does not stand for secession, but for a better and unified Cameroon. We talk about the peace caravan that was initiated by the Prime Minister and Head of Government, Chief Joseph John Gote, which has now moved to Ekondo Titi, and leaders of that caravan are calling on the population to embrace peace. This is an effort to ensure sovereignty during the twin elections next year in the country, especially in the conflict-hit areas. Details with Derijato. The people of Ekondo Titi subdivision did not only table their problems in writing, but also took this post-major national dialogue peace caravan delegation round and showed them what they are talking about. Top among, bad road. We have to move to 3 places: Ekondo Titi itself, Lobetown and Bongongo. Public health too is another challenge here. The population in one voice told these delegations sent by the Cameroon Prime Minister and Head of Government. And to give us hospitals, because we suffer a great deal as far as health is concerned. Their future is their children, reason why the Back to School campaign team should not relent. They add, let their schools come back, let our children go back to school. This is the area of the Prime Minister. Any special word to the Prime Minister? Yes, I'm giving special words to him for sending a delegation to come and tell us exactly what was discussed at the level of the national dialogue. The leader of the peace caravan, Honorable Njumbe Peter Ambang, Member of Parliament for Ekondo Titi and Dikomebalwe subdivisions, gave reasons why he rates the peace mission as successful. The mission has been very, very successful. And you can see that after we talked to the people in Lobetown, one of their sons, who was in the bush, decided to meet us to say it is over. And we are very grateful to him, because it is time for us now to talk peace. It is time for us to forget about the past. I'm very, very satisfied with the response. The response, you can see that one of them has come out of the bushes, and he's telling us that many of his friends are going to follow suit. These people of the Ekondo Titi subdivision in the Ndian division are also seriously hit by the crisis, as palm oil plantation, one of the major income avenues, has been greatly destroyed. Township taxi drivers plying the Bamenda-Bambili stretch of roads in the northwest region of Cameroon have demanded governments to reduce multiple checkpoints across the road stretch, and their concerns were forwarded in a sit-in strike action in Bamenda. Meantime, the University of Bamenda has equally recorded its students victims in this activity. Details with Hemin Iluga Urada. For me, Armstrong Sanda. Gathered under the umbrella of the Northwest Regional Chapter of the Cameroon Drivers Trade Union, the group of transporters plying the Bamenda-Bambili stretch of roads decried the erection of multiple control posts, which they say is used by forces of law and order to extort money from them. The control posts along the stretch are too many and just so unbearable.
For several months now, we have been suffering as a result of the increased number of checkpoints, which are only used to extort money from all. They say 13 checkpoints have been raised along the few kilometer stretch of road from Bamenda to Bambili, and taxi drivers are obliged to pay 1,000 francs CFA at each of the checkpoints. 20,000, we go put petrol 10,000. Imagine you spend that much money, whereas a driver can only make 20,000 francs in a day. You need to put fuel and also give money to your proprietor. We park our vehicles here. We cannot continue to walk again. Go up until they move, they control them. The Bamenda Bambili Township taxi drivers who present themselves as victims of the Anglophone crisis say they are paying a huge price. Therefore, the motor, when we use them, it needs maintenance. But at the end of the day, we will not be able to meet up, one, even for do the maintenance. Secondly, for fuel your motor, and thirdly, for people that they get family, they will not be able to even survive. Frustrated and fed up by the situation, the drivers parked their vehicles at the city chemist roundabout in the heart of the Northwest Regional Chieftown Bamenda in a sit-in strike action. Too many control to be reduced to 1 or 2 per day if they must go to the road. The Prime Minister during his last visit to Bamenda was worried to hear that while government is making effort to end this crisis, others continue to make the population unhappy, and instructed the governor and the SD for Mezam to solve this problem. After the departure of the Prime Minister, the governor wrote to Sinesta informing us that the senior divisional officer has been charged to handle the matter. See copy of this letter attached. Till then, nothing has been done. The immediate consequence of the strike action fell on Yuba students who could not go to Bambili from the heart of the city of Bamenda. I was supposed to have a class by 10 and I'm still here. I don't know the fate of the class. I don't even know if I'm going to go to school today again, because since the day is already like it's going, I don't think I will go to school again. So I've lost the class of today. Just like the drivers, students say they suffer huge financial losses as a result of the multiple checkpoints. We now pay them 700 francs instead of 500. At times we pay 800 francs, which the normal fare is 500. And to us students, really, it's a very big burden. They also understand the plight of taxi drivers and the effort of administrative officials in a complex security atmosphere like the Northwest region. UK was signed that there were going to be some security measures that would be taken to ensure the security of the students, and that seemed to be the problem, because in trying to enforce the security, more control posts have been mounted on the way, which is like detrimental to the drivers. The drivers also requested that taxes be suspended to almost zero and forwarded their concerns to the Northwest Governor, the Minister of Territorial Administration in Cameroon, the Prime Minister, the National Trade Union of Taxi Drivers in Cameroon, and His Eminence Christian Cardinal Tumi, head of the Peace and Sensitization Caravan to the Northwest region, gathered under the umbrella of. And now in the following reports, we show you traces of the slave trade activity in Bimbia. That's in the Limbe tourist subdivision, the southwest region of the country. Traces left back by colonialists during the colonial period. As Majikan Gabriel equally knows that Bimbia remains underdeveloped despite the existence of these touristic potentials. His report. Bimbia was supposed to be one of the most developed subdivisions in Limbe, Fako division of the southwest region. Today, this place, you have the slave trade village. The slave trade village has become a national heritage, and the government is pursuing it. It has been declared a World Heritage Center. Now it's dry season. Tourists are coming from all over the world who want to come and see the slave trade village. But look at the road. Unfortunately, notwithstanding its natural resources, it is underdeveloped and sending away possible investors to the area. One of the areas tourists would have loved to visit and generate income for the Limbe 3 Council is the historic slave trade site that has been abandoned in the forest because of the lack of means to maintain it.
from the main gate into the slave trade village itself is about 1.5 kilometers walk, according to what our guide told us. Within the slave trade site, our first stop over was at the oil production factory, where slaves were forced to produce palm oil. Few meters away from the oil production factory was the area stubborn slaves were being chained while awaiting for their transfer out of the country. When the big ship come, you have come to Nico Island. They send out a small boat to come and pick the slave. When you close that door, you are going to go. The door, our guide told us, whenever a slave crossed the door, he will never return because he will be taken to another country. The next stopover was at the open air market of the enslaved weighing and inspection station, where slaves are weighed before being sold. Then came the water and feeding station. The slaves with chains on their legs and hands ate directly with their mouths before water is being served on the same platform for them to drink. C'est dans ton pied comme ça et tu manges comme ça. Nico Island was the area where the bigger ship that came to carry slaves stopped before smaller boats came to pick up the slaves. For the stubborn slaves who want to escape into water, this cannon that still lies in the middle of the sea was used to fire them. When the slave trade was gradually ending, that Christianity was introduced, the Negro Jamaican-born missionary Joseph Merrick landed in 1843 and opened the first ever church, which still stands very tall and used by the Baptists today. Alfred Seca, who also landed on the shores of then Victoria, left this building, which till date serves for several purposes to tourists. Unfortunately, notwithstanding this endowment, Bimbia is inaccessible with poor road network. I will now talk about a new structure which will now be hosting Sonlinka, an initiative brought up by the Society for Women and AIDS in Africa, founded in 1991. The structure is aimed at attending to the needs of patients suffering from HIV and AIDS. Immaculate Fogwe reports. Society for Women and AIDS in Africa, SWALITORAL, founded in 1988, has served as a primary organization targeting persons living with HIV and AIDS by offering them services that can promote and support independent functioning for victims to improve their quality of life and to maintain optimum healthcare services. The new structure of the Community Medical Center Margaret Sanga, located in the Yerson neighborhood at the east entry to the city of Douala, has seen the light of day. SWA Center Littoral is a community center which offers services and follows up patients suffering with HIV and AIDS. Before, we were renting in Aqua, but the rents were so high. So, a fundraising was organized by SWA Littoral with other local enterprises giving their own contributions. With that, we were able to construct this structure. This structure, which stands at over 110 million CFA francs, is a fruit of the efforts of partners and persons of goodwill, a gesture appreciated by the Society for Women and AIDS in Africa. The former director of the Douala Lakentini Hospital, who is currently the government delegate to the Douala City Council, saw the birth of this spectacular project. I am very surprised with the solidarity portrayed in the association. SWA is a movement I have known for over 20 years. I witnessed the birth of the association while I was a doctor and director of the Lakentini Hospital. They have always remained united, and this is what I call the force of experience. The inaugural ceremony saw the cutting of the ribbon by the government delegate to the Douala City Council.
The foundation stone at the surgery block, worth 125 million CFA francs, has been laid and it will be opened soon to the public for diverse medical needs. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. for another rendez-vous. Je l'emberge beside à 16h. On se voit à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.